cours, on avait parlé énormément, vous avez aimé le terme, le principe de la sobriété. Vous allez bien? Bon, attends, vous allez bien. La sobriété. On avait vraiment expliqué la base de la base de la base de toutes nos bêtises que nous faisons. On était d'accord sur ça? Je crois qu'on a été très... Alors maintenant, au passage, ça n'existe pas d'apprendre, connaître et maîtriser tout en un seul cours. Donc il est évident qu'il faut réviser. Alors ça c'est la première chose. Alors maintenant, on va essayer de travailler quelques minutes. Le pare-feu. Vous pouvez pas vous mettre en face comme ça je vois bien? J'aime bien. Là, j'aime bien voir dans les yeux. C'est bon. Alors, ou bien à côté, ou bien je sais pas moi, comme ça je vous vois. J'aime bien voir les yeux. Comme ça je vois si on a compris ou on n'a pas compris. Ok. Alors je vais le voir. Alors maintenant, en vérité, on va utiliser un autre terme. La motivation. Alors, en vérité, je vous ai déjà donné la réponse, mais imaginons maintenant que je vous dis, allez, venez, on va courir 10 km. Vous me répondez quoi? Avancez, on arrive. Vous me répondez quoi? Avancez, on arrive. En plus, il n'a même pas dit marcher, il a dit courir. Voilà. Et avancer, on arrive. Oui ou non? Et vous me dire, même pas dans les rêves. Alors après, il y a une phrase que tous les jeunes adorent, pas tous les jeunes, bien évidemment. Beaucoup, ils adorent. J'ai la flemme, j'ai le truc, j'ai autre chose. Oui ou non? Combien on va avoir de réponses? Et hier, j'ai parlé avec une personne et que, en ce moment, ça va pas bien top dans sa vie. Et que, il me dit, mais j'ai une excuse valable. Je lui dis, oui, l'excuse valable, elle est bien quand tout va bien dans le mois et que il y a eu un pétage, quelque chose, dans le mois, t'as pas réussi ce contrat, t'as pas réussi ça, bon, il y a une excuse valable. Mais c'est pas quand l'excuse valable devient la référence de base. Et qu'à chaque fois, tu as une excuse valable. Et en fin de compte, tu n'as jamais d'excuse valable pourquoi tu réussis. Tu as une excuse valable pourquoi tu réussis pas, mais tu n'as pas d'excuse valable pourquoi tu réussis. Bon. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle la flemme. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vient la personne, vous dit, hey, lève-toi, on va faire on va courir 10 km. Vous répondez quoi? Avance, j'arrive. Même pas dans les rêves. Et vous êtes même prête, je vous connais. Vous êtes même prête à lui expliquer pourquoi la course à pied n'est pas bonne pour la santé. Parce que c'est une course, c'est un sport assez violent pour les muscles, pour les trucs, pour les articulations, pour les choses. Vous êtes même prête, écoutez, vous êtes même prête à argumenter et à donner les excuses les plus valables qui existent sur Terre. On l'attendait depuis longtemps, celui-là. Pas depuis 9 mois, depuis 10 ans. Elle est née Shabbat. Ah, vous annoncez comme ça. Si, maintenant, Mazato, yeah. Ah, non, vous ne dites pas? Non, mais vous ne dites pas. Non, je dis pas. Moi, je demande. Grand-mère. Ouais. Bon, j'ai une grand-mère pour la première fois. Pas mal. Un petit cancer. Voilà. On dit pas ça, une petite sadéquette, on dit pas un petit cancer. Ouais, bon, c'est elle est née juillet, quoi. Comment elle s'appelle? Ah ouais? Rina. Ah, moi aussi je suis né juillet alors. Rina, c'est pareil la joie. Exactement. Ok. Alors. Donc, allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fin de compte, le gars, il va aller même jusqu'à nous expliquer pourquoi la course à pied n'est pas bonne. Il y en a un qui m'a dit, avant je courais tout le temps, j'ai arrêté parce que ça m'a fait trop maigrir. Donc l'autre, il m'a dit, bon après c'est des sportifs, donc ils ont compensé avec autre chose. Il m'a dit, non, j'ai vu qu'en fin de compte, ça enlève les muscles. Ouais, parce qu'en fin de compte, toute l'énergie, elle est prise pour le cardio, et donc en fin de compte, le reste du corps, il n'est pas utilisé. Bon, maintenant, c'est pas notre cas, nous. Alvaï qu'on arrive à ça, c'est pas notre cas, nous. Maintenant, ça, c'est des vrais athlètes qui parlent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu es prêt même à lui expliquer pourquoi tu y vas pas. Après, l'autre, il t'écoute, il te connaît un tout petit peu,
Et c'est OK, allez, vas-y. 1000 euros, tu viens avec moi. Là, les yeux disent, hein? Tout compte fait. Tout compte fait. Mais t'hésites encore un peu. Allez, 1500. Ah, tout compte fait. Il y a eu des études contradictoires. Et qu'ils ont dit que la course à pied, c'est même très bien pour ci, pour ça, pour truc, pour etc., etc. Et après, vlac, tu y vas. Peu importe la montagne où tu y vas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, mais l'argent, elle a fait quoi? Donc tout à l'heure, tu étais fatigué. Tout à l'heure, tu étais fatigué. Tout à l'heure, tu n'avais pas la force. Tout à l'heure, tu étais prête à inventer toute une histoire pour justifier, avec une excuse extrêmement valable, ta non, le fait que tu ne vas pas courir. On est d'accord ou pas? Et si maintenant quelqu'un, et comme toi tu es un grand professeur de médecine, donc si maintenant quelqu'un il serait venu, il t'aurait expliqué, écoute-moi, j'ai étudié tous les sports. Le meilleur sport qui existe sur Terre, c'est d'être assis sur une chaise. Ok? Le meilleur sport. Donc toi tu viens, quand tu es un grand professeur, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il y aura eu les deux étapes. La flemme, donc l'âme animale, il est venu, il a donné l'ordre. N'y va pas, c'est pas bon pour toi, N'y va pas. La flemme, donc l'émotion de l'âme animale, est allée donner des ordres à la tête qui a commencé à traduire en mode humain, donc à traduire en mode intellectuel, à traduire en mode audible, ta nonchalance, ta non-investissement, ta non-volonté. Il est venu, il a sorti une arme que beaucoup de gens réfléchissent à cette arme-là, et il a sorti ce qu'il fallait pour te faire bouger, et tout d'un coup, tu as dit, bon, ok, je viens. Ou bien un homme, il va dire à sa femme, viens, on va courir. Non, bon, je t'achète quelque chose. Ok, je viens. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, il a sorti le mot-clé dans ta tête, le mot-clé pour te motiver, on va dire, ok? Et la motivation, elle a fait quoi? Elle a fait qu'elle a tout transformé l'esprit. Alors maintenant, c'est quoi exactement la motivation? La motivation, ça peut être 1 milliard de choses. Ici, dans notre cas, nous, la motivation, ça a été utilisé par un procédé hyper simple. L'argent, on en a tous besoin. Tu me proposes de l'argent pour faire ça. Alvaï que je puisse gagner ça comme ça. C'est quelque chose qui est assez important. Allez, 10 kilomètres, me sentir pas bien pendant 2 jours, c'est pas grave. Alvaï qu'on gagne cet argent-là pendant 2 jours. Et c'est pas grave, etc., etc. Et après, tu vas être motivé, tu vas dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces 1500 euros? Qu'est-ce que je peux faire avec lui, etc. Et en fin de compte, tu y vas. On est d'accord ou pas? Donc en vérité, ce qui veut dire par là, écoutez bien, qu'en vérité, le garde-fou, puisqu'on avait dit que le Mishkan, la résidence, le QG de l'âme animale, c'est le cœur. Le QG de l'âme divine, c'est la tête. Donc en fin de compte, il faut faire quoi? Il faut entretenir la tête. Il faut entretenir la tête. Il faut amener, faut se verser dans notre propre motivation. Et la preuve, c'est que les mamies, elles sont fatiguées. Dès que les enfants ils arrivent à la maison pour Shabbat, Superwoman, Makara, c'est quoi la raison? Mais j'étais fatigué à 2 jours. En fin de compte, une mamie, vit sa vie normale. Il n'y a pas de stimulation spéciale. On a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Fini. Je ne savais même pas que j'étais fatigué. La grand-mère à ma femme, elle lui disait, chaque enfant qui naît, c'est 10 ans de jeunesse. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, techniquement, je ne sais pas si c'est mystique ou pas mystique, mais techniquement, tu ne peux pas te fatiguer, tu n'as pas le droit d'être fatigué, tu n'as pas le droit d'être pas en forme, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci, etc. Tu es obligé, voilà. Tu es le patron de ta maison, et de la même manière que les patrons ne sont jamais malades, la maman, elle n'est jamais malade, la maman, elle n'est jamais malade, après il va y avoir les petits-enfants qui vont arriver, et là aussi on sera jamais malade, etc. Et les maris, qu'est-ce qu'ils font? Les maris surveillent
Que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Alors, ok, clair ou pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, voyez bien qu'en vérité, et la plupart du temps, nos problèmes à nous, c'est qu'on se laisse envahir par énormément de réflexions, de choses. On ne gère pas notre motivation, on ne gère pas nos pensées, on ne gère pas là où on voudrait arriver. Et donc, du coup, on a la flemme. Mais en vérité, la flemme, ça n'existe pas. La flemme, c'est un manque de motivation. L'envie, c'est un manque de motivation. Le fait de ne pas faire ça ou ça ou ça ou ça ou ça, c'est juste un manque de motivation. Donc arrête d'essayer de lire des livres sur ce que tu veux, ou bien peu importe. En tout cas, trouve le moyen de développer ta motivation. Puisqu'en fin de compte, l'énergie, tu l'as. Et tout le monde aimerait être en super bonne santé, tout le monde aimerait avoir la pêche. Très bien. Donc, puisque tu aimerais, donc travaille cette motivation. Travaille, entre dans ta tête que des choses motivantes, que des choses qui vont t'amener à, qui vont, etc., etc. Clair? Alors, ce qui veut dire par là, qu'en vérité, vous pouvez arriver dans une autre étude où ils vont te dire, attention, si tu fais pas ça, tu vas être puni, si tu vas pas faire ça, tu vas être puni, si tu fais ci, etc., etc., etc. Bon, maintenant, c'est des études que peut-être, elles sont pas très motivantes, elles font peut-être peur pour ceux qui aiment avoir peur. Mais pour d'autres, en tout cas, dans la chassidoute, on ne va pas parler de cette manière-là. On va aller chercher ce qui va le plus nous motiver, et donc c'est ça qui va nous régler nos problèmes. Donc, on revient sur la base, et après on va continuer sur notre chapitre. On revient sur notre base. Donc en vérité, le QG de l'âme animale, c'est dans le cœur. Le QG de l'âme divine, c'est dans la tête. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a expliqué longuement que tout ce qui nous amène des problèmes, c'est l'état d'ébriété. C'est-à-dire qu'en vérité, le Yetzer Hara se débrouille pour jamais nous laisser prendre des décisions quand on est en état normal. Il se débrouille tout le temps pour nous faire amener dans un état anormal. Donc, l'état d'ébriété est l'œuvre du Yetzer Hara. La sobriété, donc la possibilité de réfléchir, est l'œuvre du Yetzer Tov. Du Yetzer Tov et de l'âme divine. Quand je dis j'ai la flemme, c'est quoi l'histoire? Ben, en fin de compte, je suis bien dans mon état végétatif. Je suis très bien dans mon état végétatif. Maintenant, pour sortir de cet état-là, il faudrait que j'ai une raison. Et à ce moment-là, mon cerveau, il n'a pas assez de raisons pour influencer dans le cœur. Alors, il peut y avoir un milliard de raisons. Il peut y avoir le fait que je n'ai pas l'habitude de bouger. Il peut y avoir le fait que j'ai pas jamais travaillé le côté sport, ou etc., etc. Donc, je n'ai pas les bons réflexes. Donc, si j'ai pas les bons réflexes, il faudra les créer, les réflexes. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours la même chose. Ça sera toujours le même système. J'ai pensé que j'espère que je vais essayer de faire une sorte de PowerPoint de comment ça marche le travail de la réflexion, le truc, etc. Je vais le faire. OK? Et donc, ce qui veut dire par là, qu'en vérité, la raison pour laquelle tu ne fais pas, c'est parce que la flemme. Et c'est quoi la flemme? La flemme, c'est l'état de tes sentiments qui ont pris totalement dessus sur l'état de ton cérébral. Alors maintenant, puisque maintenant nous étudions la chassidoute Chabad, et j'ai oublié, ça voulait dire quoi Chabad? Chazak. Chabad, c'est les premières lettres des mots Chochma, Bina et Da'at. C'est quoi Chochma, Bina, Da'at? On a étudié dans le chapitre 3, et vous devez l'avoir dans le groupe en PDF. C'est les 3 facultés intellectuelles de la Neshama. Et pourquoi la Chassidut Chabad s'appelle Chassidut Chabad, Chochma, Bina, Da'at? Parce que ce que vous connaissez, vous entendez parler de Lubavitch, c'est pas le nom d'origine. Le nom d'origine, c'est Chabad. Lubavitch, parce que pendant 150 ans, les Chassidim, ils ont vécu à Lubavitch. Et de la même manière que quand vous allez vous connaître deux raves qui ont le même prénom, ou le même nom, vous allez dire, le Rav Abu Khatsira, non, de Rehovot, non, de Naharia, celui-là, Rav Pinto, de Ashdod, de truc, etc. Rav Pinto d'Ashdod. Tu vas de quelle communauté? T'es un chassid de quoi? Moi, je suis un chassid, il y a le Hadmour de Lubavitch. Je suis un chassid de Lubavitch.
Donc, en fin de compte, ça s'est inscrit, que ça s'est collé. C'est pour ça qu'en vérité, Chabad et Lubavitch, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre Chabad et une différence entre Lubavitch. Maintenant, le nom originel, c'est quoi? Le nom d'origine, c'est quoi? C'est Chassidut Chabad. Pourquoi Chabad? Chochma Bina Dat. C'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit où vous allez étudier Chassidut, il faut toujours revenir au mouvement structurel de base. Le mouvement structurel de base, c'est qu'on commence par la tête et la tête influence sur le reste. Ça, c'est Chassidut Chabad. C'est Chassidut Chabad. La quasi-totalité des enseignements, la quasi-totalité de la structure de l'étude de la Chassidut, c'est toujours la même. On influence, on réfléchit, on apprend tout ce qu'il faut pour nous définir le émet de chaque chose, pour nous définir la bonne démarche de chaque chose, pour nous définir la bonne manière de réfléchir de chaque chose. Et cette bonne manière-là va influencer automatiquement sur nos têtes. Est-ce que ça veut dire que ces trois correspondraient à l'âme divine et que le sept suivant correspondra à l'âme? Non, bravo, pas du tout. On va le voir ça tout de suite. Bravo, pas du tout. Non, en vérité, l'âme divine et l'âme animale, ils ont la même structure. Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un équilibre partout. Donc, ils ont la même structure. Et donc, en fin de compte, l'âme animale a les 10 forces de l'âme, l'âme divine aussi a la 10 forces de l'âme. OK? Il n'y a que chez les animaux que les animaux n'ont pas les 10 forces de l'âme. Donc, des animaux, ils vont être tel mida, ils vont avoir de base tel trait de caractère, etc., etc. Et pour cela, ils ne peuvent pas changer. L'être humain peut changer. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la règle dans le chapitre 3. Le chapitre 3 est très, très important. On a expliqué la règle. C'est que chez l'être humain, c'est l'intellect qui fabrique de toutes pièces les traits de caractère et les émotions. Point. Faut accepter ça. C'est un fait. C'est un fait. C'est comme si vous allez dire le bois, c'est dur, c'est chaud, c'est inflammable. C'est les caractéristiques. C'est comme ça. C'est un fait. Très souvent, on veut rallier la science à des théories. En fin de compte, c'est une nullité. La base de la science, une théorie, ça devient philosophique. OK? C'est philosophique. La base de la science, c'est empirique. C'est quoi empirique? C'est la traduction et l'explication, ou en tout cas la définition des faits. La définition des faits. Aujourd'hui, le bois, la science va explorer avec plein de moyens techniques et plein d'expérimentations et plein d'idées aussi. Il faut avoir les idées pour aller explorer telle et telle chose. Eh ben, la science va explorer le bois et va te donner la fiche technique de c'est quoi le bois. Inflammable, comme ça, les molécules comme ça, nanana. Donc, c'est la fiche technique du bois. La fiche technique d'un être humain, c'est les traits de caractère sont fabriqués par l'intellect. Il y a plein d'autres détails. Dans ce domaine-là, c'est ça. C'est un fait. C'est pas une théorie. C'est un fait. Chez les animaux, c'est pas comme ça. Chez les animaux, il n'y a pas d'intellect. Donc, tout est fabriqué par les propres traits de caractère. Et les traits de caractère, ils ont une partie intellectuelle. Et que cette partie intellectuelle, elle est complètement confinée à son trait de caractère. Un lion n'ira jamais faire la promotion du véganisme. OK? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'avait pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas se projeter, il ne peut même pas se réfléchir autrement que ce qu'il a, lui, de base. Mais ça, c'est chez les animaux. Chez les animaux, ils sont programmés. Chez l'être humain, la différence et c'est pour cela qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu même, il a dit que tous les êtres humains, Urdu Bidge Hayam, un roi, je vous donne juste comme ça, une petite idée. Petite idée, il y a deux manières comment on gouverne. Ou bien on gouverne en tant que roi, ou en tant que tyran et dictateur. OK? La différence entre roi et tyran et dictateur, le roi, il est censé avoir, on a chaud? On a chaud? Ah, le roi est censé avoir une réciprocité et une, on va mettre, si vous avez froid, vous me dites.
Hein? Ok. Un roi, il est censé avoir comment on appelle ça? Un lien assez proche et une proximité. Alors, pas une proximité avec le peuple, mais il est censé prendre en considération le peuple. Ok? C'est-à-dire qu'il a un retour du peuple, il est intéressé par le peuple, il a un retour du peuple, il essaie de faire des choses qui vont faire évoluer son peuple. Un tyran, a priori les deux, ils ont la même autorité. Un tyran, le peuple, pour lui, c'est que des bêtes de somme et des bêtes des moyens de tirer profit pour ce qu'ils considèrent qu'il y a intérêt. Il n'y a pas de réciprocité. Comment s'appelle en hébreu un roi et un tyran? Un roi, c'est Melech, c'est un roi, et un tyran, ça va être un rodan. Rodan, ça vient du langage la redette, descendre. Rodan, c'est le terme qu'on utilise lorsque il n'y a pas de réciprocité, il y a quelqu'un d'élevé et qu'il soumet la personne moins élevée. Quel est le terme qui est utilisé, que la Torah elle utilise lorsque maintenant elle parle à l'homme qui va maîtriser les animaux? Le terme c'est urdu bidgat ayam ou be'of hashamayim. Et soumettez, donc vous avez la capacité de soumettre les animaux et tous les autres. Pourquoi on dit le terme soumettre et pas le terme que et vous régnerez ou autre chose? Parce que le terme royauté, régner dans le sens royauté, c'est lié que entre êtres humains. Et donc il y a une sorte de réciprocité. Mais il ne peut pas y avoir de réciprocité avec les animaux. Okay? Donc en vérité, les réciprocités, bien sûr, il va y avoir des échanges, style avec les chiens et tout, etc. Il y a beaucoup d'interactivité, mais ça sera toujours un être supérieur et un être inférieur. Quoi qu'il arrive. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, donc, les animaux, ils n'ont rien à voir avec les êtres humains, heureusement. C'est pour ça que il a créé l'être humain pour justement faire en sorte que la nature du monde, elle va s'élever. OK? Quelle est la particularité de l'être humain? La spécificité technique de l'être humain et sa capacité à dicter et à créer les traits de caractère. Quelqu'un de coléreux peut devenir doux et calme. Quelqu'un de flemmard peut devenir énergique. Quelqu'un de radin peut devenir généreux. Mais c'est ma nature, comment j'ai été créé, c'était radin. T'as raison, mais c'est ça, être un être humain. Parce que être un être humain, c'est pour cela qu'on a l'habitude de dire à nos enfants, j'espère que vous le dites à vos enfants et à vos petits-enfants, que tout ce qu'un être humain a réussi, un autre être humain peut le réussir. Chez les animaux, c'est pas possible. Tout ce qu'un animal, il le fait, un autre animal qui n'est pas de son espèce, il ne peut pas le faire. Point à la ligne. Point à la ligne. OK? Parce qu'en vérité, les traits de caractère, tout le reste, est créé et fabriqué de toutes pièces par l'intellect. Clair? Donc, c'est un état. Un animal ne peut pas évoluer. Non. Donc, la théorie de Darwin, elle est complètement naze. La théorie de Darwin, c'est sur les cellules. Voilà. C'est sur les cellules. Ah, mais quoi qu'il arrive, c'est le même principe. C'est quoi le même principe? Oui, non. En vérité, c'est le même principe, sauf que différemment. Mais ceux qui parlent contre la théorie de Darwin, et ce qui est logique, ils disent clairement que ce qu'ils disent, c'est juste une philosophie. Ça tient pas à la route sur rien. C'est scientifiquement une aberration. Pourquoi? Parce que est-ce que du plastique peut devenir du cuir? Ah non, les cellules de plastique n'enferment pas à eux les caractéristiques d'un truc. Donc à quel moment dans le monde on a vu que du plastique devenait du cuir? Donc en fin de compte c'est très imagé, mais c'est la même chose. Une cellule ne transmet à la cellule à la cellule d'après elle que des choses qui ressemblent à elle. Donc si elle n'a pas à l'intérieur d'elle la capacité de cuire, parce que c'est une cellule de plastique ou c'est une molécule de plastique, ok? Eh ben en fin de compte, elle ne peut pas transformer, elle peut pas transmettre du cuir. Bon, on savait que c'était nul, mais bon, on a juste une information en plus, ok? Et mais tout ça, c'est pour ne pas dire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Classique. Clair ou pas, mesdames? Donc, erreur classique de toutes les personnes
qui se posent des questions sur leur vie, erreur classique, elles vont travailler sans la tête. Elles vont travailler sur un changement sans chercher à vivre d'abord le changement dans la tête. Donc, elles vont travailler, elles vont faire les choses par obligation, elles vont pointer fichier Excel, elles vont pointer tout ce qu'il faut pointer, mais en fin de compte, le cœur va pas y être. Pourquoi le cœur va pas y être? Parce que, et donc, à ce jeune homme-là, dont j'ai parlé hier, et bon, j'ai pas eu le temps de reparler avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est très capable, mais il est parti dans un mauvais sens. Et à chaque fois, il disait, bon, si tu me dis qu'il faut faire, je fais. Alors, je l'ai repris une ou deux fois, mais j'attends de l'avoir au téléphone pour lui expliquer que là, il est complètement perdu dans sa tête. Il est complètement perdu dans sa tête. Et qu'en fin de compte, c'est lié avec tout. Et donc, pourquoi il répète à chaque fois le mot? Non, mais si ma femme, elle me dit je fais, je fais. OK? C'est quoi le mot? C'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fin de compte, il a perdu et la motivation, ou bien tout simplement, il veut faire les choses juste pour remplir un fichier Excel. Mais de toute manière, alors ça peut être en concernant son épouse, mais en fin de compte, c'est concernant tout. C'est concernant tout. Et donc, en fin de compte, après, on se pose des questions. Pourquoi on n'arrive pas à évoluer dans certains domaines? Ben, c'est normal. Si tu fais tout juste pour prendre des fichiers Excel, ben, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, tu vas pas évoluer. Clair? Clair? Donc, la première chose, et c'est ça la structure technique de la Chassidut Chabad. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chochma Bin Hadat. La Chassidut Chabad part du principe absolu que tout ce qui se passe dans notre cœur provient de notre intellect. Espèce d'idiot. Au lieu de commencer par travailler sur le cœur, travailler sur l'intellect. Tout au long du Tanya et tout au long de la Chassidut Chabad, vous aurez toujours le même principe. On va t'apprendre, on va passer des kilomètres et des pages 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 sur un sujet qui a l'air un peu simple, mais en vérité, le but, c'est de t'imager et de te donner tellement d'arguments, tellement d'explications sur ça, jusqu'à que la chose elle soit tellement claire dans ta tête que c'est comme si tu l'avais vécu. Mais c'est une chose hyper métaphysique. Chokhmah, le concept de Chokhmah, de l'intellect, le concept de tout ça. Eh ben, la Chassidut, elle parle de ça. Chaque mida, chaque trait de caractère, on va aussi te l'analyser. Le chesed. C'est quoi le chesed? Pourquoi maintenant on va t'analyser le trait de caractère de chesed? Parce qu'une fois que tu as compris c'est quoi, ta tête, elle peut se diriger vers. Il y avait quelqu'un qui disait, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu arriveras sûrement quelque part d'autre. Quelque part d'autre. Et à la fin, comme toi, tu sais pas où tu veux aller, donc il y a un moment où tu vas te retrouver quelque part. Oui, mais c'est pas là où je voulais aller. Mais où tu voulais aller? Bah, c'était pas clair. Bah, si tu sais pas où tu vas aller, tu y arriveras sûrement quelque part d'autre. OK? Etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les définitions exactes de chaque chose. On a besoin d'avoir la définition exacte de Chesed, de Gvura, de Tiferet, de Netzach, de Hod, de Yesod, de Malchut. On a besoin d'avoir la définition exacte de pensée, parole, action. On a besoin de la définition exacte de ce qu'on va un peu travailler maintenant. L'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. On a besoin d'avoir la définition exacte de l'étude de la Torah. C'est ce qu'on étudie dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, les mitzvot. En quoi consistent les mitzvot? Quel est l'objectif des mitzvot? Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Et là, on est en train d'étudier le Shabbat matin. C'est quoi le principe même d'une mitzvah? Donc, chaque définition à l'encontre, à contrario d'autres livres de Moussard, qu'ils vont pas parler de toutes ces choses-là, ou peut-être très peu, mais de la définition exacte, ils vont te parler directement au cœur. Il faut que tu fasses. Attention, si tu fais pas ça, ou bien on va te dire, tu auras plein de récompenses, ou bien tu auras plein de punitions. Bon, c'est pas du tout dans la coutume et dans la pensée Chabad. Ni les punitions, ni le contraire des punitions. Ça n'existe pas, ça, dans la pensée Chabad. Pourquoi? Parce que la pensée Chabad considère comme état de fait que Beta Reisha, Gufa, Azil. Le corps va après la tête. Là où la tête va, le corps va. Là où la tête va, le corps va. C'est une règle absolue. Donc, si maintenant la tête, elle sait qu'elle doit aller à là-bas,
Quoi qu'il arrive, elle y arrivera. Elle y arrivera là-bas. Si la tête, pense qu'elle doit aller à gauche, quoi qu'il arrive, elle y arrivera. Elle arrivera à gauche. OK? On raconte, j'avais déjà raconté cette petite anecdote, et une fois quelqu'un avait et ses enfants, je vous raconte l'anecdote telle qu'elle a été faite. Donc ces enfants, ils montent dans le grenier, personne a priori à l'aise, etc. Les enfants, ils montent dans le grenier, ils regardent, ils traînent, ils voient un peu, et ils tombent sur une mallette en cuir avec des photos de leur père. Ils se disent, c'est quoi ça? Ça a l'air bizarre et tout. Ils vont chez leur père, et vient, il leur montre, il leur dit, papa, mais c'est quoi ça? Et le père de papa, il est lui-même épaté. Lui-même épaté, vous allez voir pourquoi. Lui-même, il est épaté. Écoutez bien, c'est un enseignement magnifique. Il se rappelle que 20 ans, 30 ans auparavant, quand il avait commencé à travailler, quand il avait commencé à vouloir se motiver, à vouloir décider de ce qu'il voulait avoir dans la vie, écoutez bien ce qu'il a fait. Il est allé sur Miami ou Los Angeles ou Beverly Hills. Il a commencé à photographier les maisons dans lesquelles il aimerait bien habiter. Les maisons, les matériaux, la voiture, qu'est-ce qu'il voudrait bien, etc., etc. Et il avait photographié, il avait sorti à peu près la vie qu'il aimerait avoir. Il avait sorti. Il avait bien photographié, il avait bien travaillé, bien étudié, peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien. Et c'était devenu pour lui, vraiment, c'est ça que je veux. Et au final, bon, après, il a laissé la mallette de côté, parce qu'après, il y a un moment où tu te mets à fond. Mais il avait déjà ancré ça dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, 30 ans après, les enfants, ils regardent. Mais c'est des photos d'attente d'il y a 30 ans, avant même qu'ils aient acheté la maison, avant même qu'ils ont le truc, avant même qu'ils aient la voiture, avant même qu'ils ont le truc. 30 ans auparavant. Donc la maison dans laquelle ils vivaient, elle n'existait même pas, ils ne se connaissaient même pas. Yo, non. Et Tachles, c'était similaire. On me demandait, papa, c'est quoi ce truc-là? Et en fin de compte, c'est quasiment similaire. Pourquoi similaire? Parce que c'est la règle. Comme lui s'est dit que c'était ça sa vie, donc quelque part dans sa tête, c'était devenu dans son subconscient l'a amené vers. L'a amené vers. Et c'est pour cela que très souvent je dis aux gens que très souvent les gens, ils travaillent sur le cœur parce que c'est le plus facile. C'est le plus facile. La majorité des gens travaillent sur le cœur parce que c'est le plus facile. C'est le plus facile, mais le moins rentable. De toute manière, là où c'est le plus difficile, c'est là où c'est le plus rentable. OK? Donc, c'est le moins facile et c'est le plus facile et le moins rentable. Travaille sur ta tête, c'est plus difficile. Nahon, faut étudier, faut travailler, faut réfléchir, faut apprendre, faut réviser, faut se visualiser, faut faire des écrits, faut travailler. Très bien. Mais c'est plus rentable. Parce qu'une fois que ça va être tac, scellé, paf, 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 tout est carré, tout est truc, la tête, elle va t'amener de elle-même là où tu vas aller. Oui, parce que dans notre tête, en fait, on a le conscient, le subconscient et la conscience. Donc, en fonction de comment on se lève le matin et comment on travaille, il y avait justement un professeur, c'est un chirurgien, il a changé complètement de travail, il a écrit des livres sur le pouvoir de son conscient, subconscient et inconscient. Et il dit que le matin, quand vous vous levez, vous dites je veux ça, ça, ça. Dans la journée, il va l'avoir ou il va le trouver ou à peu près. Mais si dès le matin, il dit j'aurai pas ça, j'aurai pas ça, en fait, ça travaille dans son cerveau et on l'aura jamais. Et donc là, il a travaillé. C'est quoi? Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est ça. Comment? Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, qui ont la motivation, qui ont l'envie, qui ont besoin, qui ont. Et stable, ça marche pas. Et stable, voilà, ça marche pas. Donc ça marche pas. Ne me regardez pas comme ça. Une petite faille peut-être. Ouais. Elle a pas, ça veut dire que c'est pas suffisamment travaillé. Elle a pas cru, elle a pas quoi. Après, est-ce qu'on croit? Donc vous seriez en train de me dire, seriez-vous en train de me dire que dès que une
une recette de cuisine est bien écrite sur un papier, je suis obligé. Ça marche pas. Donc, je suis obligé de réussir. Je suis obligé de réussir. Il y a plein d'autres paramètres. Moi, vous me donnez n'importe quelle recette de cuisine. Je peux vous promettre que ça ne sera pas celle qui est marquée. Impossible. Donc, on est d'accord que dans le paramètre, il y a toujours le paramètre humain, le paramètre expérimenté. Non, ça non. Moi, je crois pas. Je connais pas le principe de la science. Ouais. Il y a juste, on a peut-être eu les mauvais professeurs. On a moins travaillé. Ouais. Je parle pour vous, hein, pas moi. Et oui, ils vont dire que c'est les parents. Ils reviennent toujours aux parents. Oui, mais ça, c'est les excuses qui expliquent, les excuses valables qui expliquent pourquoi tu n'as pas réussi. Moi, je préfère que vous alliez chez des gens qui vous donnent les excuses valables pourquoi vous allez réussir. Parce qu'on a toujours des excuses, on a toujours. Donc, si maintenant, regardez, si maintenant, la différence c'est quoi? C'est entre une recette de cuisine où j'ai pas travaillé, où je me suis pas entraîné, où j'ai pas eu de bon professeur, ou tout simplement, voilà. Imaginons maintenant que un exemple dans la recette de cuisine, que dans mon four, il est fait à 180 degrés, mais en fin de compte, il est mal réglé. Et des fois, ça change. Donc il est mal réglé. Donc il est mal réglé. Donc en fin de compte, j'ai tout fait bien, mais il y a un paramètre qui m'a échappé. Mais si maintenant, et c'est ça la force de l'être humain, si maintenant j'ai tous les paramètres, je les ai bien travaillés, etc., il y a ça serait pas logique de dire qu'il ne peut pas réussir. Alors moi, j'ai un exemple. Il y a toujours des paramètres, et donc c'est pour ça que, en vérité, de tout temps chez le Ram Israël, on allait toujours voir le Rav, on allait toujours voir le Rabbi, on allait toujours voir tout ça. Pourquoi? Parce que pour essayer de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on peut arranger, qu'est-ce qu'on peut pas arranger. Donc en vérité, c'est… Non, le Rabbi, il n'envoyait pas des brachot, le Rabbi, il donnait aussi des conseils. Pour regarder tous les conseils. Et regardez, et juste hier, pour une raison improbable, je me suis retrouvé, c'est pour une raison qui est exceptionnelle, mais Baruch Hashem, si j'ai retenu les leçons de ce qui s'est passé, grâce à Dieu, j'ai gagné le déplacement. Donc, j'ai été avec une personne et il m'a raconté une histoire du Rabbi. Regardez la finesse du Rabbi. Il arrive chez le Rabbi, et j'espère que je vais bien le dire comme il faut. Et il arrive chez le Rabbi, il demande au Rabbi, s'il vous plaît, une permission pour diminuer mon travail communautaire parce que je suis fatigué. Le Rabbi, il est très exigeant. Il demande une permission. Permettez-moi de diminuer le travail complémentaire ou donnez-moi une bracha pour que j'arrive à me débarrasser de mes affaires ou de ce que j'ai à faire, comme ça, parce que j'ai plus la santé. Qu'est-ce que le Rabbi va faire? Le Rabbi, bravo. Le Rabbi lui répond, il dit, mais je comprends pas. Demande-moi du bracha. Ça, c'est sûr, mais c'était une autre histoire, celle-là. Alors, le Rabbi lui dit, mais je comprends pas. Demande-moi une bracha pour te rajouter dans la santé. Tu me demandes une bracha pour diminuer le travail parce que tu n'as pas de santé. Dis-moi. Donc, tout ça, c'est des conseils que le Rabbi a fait du matin au soir. Tous les lettres du Rabbi, toutes les sirotes du Rabbi sont remplies de conseils dans tous les domaines. J'ai la motivation pour faire les travaux. Je l'ai. Je l'ai fait, je rate. Je donne la même recette. Elle est réussie. Bon. Déjà, première bonne nouvelle. Pas la motivation, Première bonne nouvelle. Donc, elle est plus douée que vous. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Ok. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais combien de fois vous avez essayé les chalotes? Combien de fois? Dites un chiffre. Combien de fois? Un instant. Combien de fois vous avez essayé la même recette? La même recette. La même recette. Combien? 2-3 fois. 2-3 fois. Et vous vous plaignez pour 2-3 fois d'essayage.
2-3 fois. Vous avez essayé 2-3 fois la même recette et vous avez abandonné. 2-3 fois. C'est quoi le rapport? C'est pas s'entraîner. J'essaye jusqu'à ce que je réussis. Et après, je passe à une autre recette. 2-3 fois. Et bien évidemment, attendez. Alors ça, je vais lui faire le coup de grâce. Pardon, madame Léa. Et regardez, écoutez, je vais lui faire le coup de grâce. Et bien sûr, les 2-3 fois, c'est à chaque fois une semaine d'intervalle. Bravo. Quand on s'entraîne à la boxe, c'est tous les jours. les 2-3 fois, c'est une fois, j'essaye. Hop. Non, c'est pas bon. Bon, ok, alors je reviens la semaine prochaine et je vais réessayer. La semaine d'après, c'est pas bon. Ah, je reviens la semaine prochaine. C'est pas ça 2-3 fois. 2-3 fois, si vraiment on le veut, c'est dans la même journée. Alors, je me prends pas le vendredi où j'ai le stress. Je commence lundi. Si vraiment j'ai envie. Non, mais si vraiment j'ai envie. Si vraiment j'ai envie de réussir. Si vraiment j'ai envie de réussir. Eh ben, je m'y prends le lundi. Parce que, non, mais, et donc, c'est pour cela que peut-être la motivation dont vous parliez, c'est pas la motivation de savoir faire des chalotes, c'était la motivation d'avoir des bonnes chalotes à table. C'est deux motivations totalement différentes. D'avoir des bonnes chalotes à table, je réussis pas, je vais en face, j'ai l'original. Voilà. D'avoir, voilà. D'avoir des chalotes à table, bon, si j'ai pas réussi, c'est pas grave, il y a des bonnes chalotes de toute façon, quoi qu'il arrive. Motivation de savoir faire les chalotes. Ça, si j'ai pas réussi, je recommence. Je peux vous dire, des fois, il ne fait pas. Parce que le cerveau humain, c'est comme une voiture. Sauf que les tuyaux dans la voiture, ils sont gros comme ça. Dans le cerveau humain, ils sont métaphysiques. Ils sont métaphysiques presque. OK? Donc, en fin de compte, mais sinon, l'idée de base, c'est que toute personne qui a réussi quelque chose, une autre personne peut le faire. Donc, si vous n'avez pas réussi, c'est ou manque de motivation, ou mauvais paramétrage. Désolé. Je peux pas accepter l'idée dans un cours où je vais dire, non, c'est pas réussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Les 12 soukim du rabbi, c'est quoi? Yagati velo matzati. Je me suis fatigué, j'ai pas réussi. Atami, ne le crois pas. Lo yagati ou matzati. Je ne me suis pas fatigué, j'ai réussi. Là aussi, tu le crois pas. Parce que c'est pas une vraie réussite. Quand est-ce que tu vas réussir? C'est yagati ou matzati. Oui, parce que ça n'existe pas. Ah ben oui, je suis à côté. C'est ça qui est énervant. Je crois qu'elle est traumatisée. Oui. Non, Je suis à côté. Non, mais Je fais le larbin. le commis. Moi, j'ai réussi depuis 10 ans. Sinon, avant, je faisais pas. Et vous, Rav, vous réussissez les chalotes? moi je fais le commis aussi. Non, même pas. Est-ce que c'est une histoire de main? Ouais, moi je dis. Non. Après, mais c'est quoi la main? La main, c'est quoi? La main, c'est quoi? C'est juste une plus grande expérimentation, une plus grande chose. Une dame qui va faire, depuis qu'elle a 15 ans, des chalotes. Et pas seulement ça, c'est qu'elle aime ça. Elle aime la pâtisserie. Donc, elle va mettre les chalotes, elle va mettre sa tête, elle va expérimenter, elle va regarder. Même le dimanche, elle va refaire les chalotes parce qu'elle a consenti qu'elle n'avait pas bien réussi. Et donc, nanana. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, dans toute ta vie, allez, on va dire 52 Shabbats, tu fais 52 Shabbats par an. Les chalotes, 52 fois. Elle en fait, ok, plus les faire. Elle est 60 fois par an. Baruch Hashem, très bien. Elle aime ça, elle aime la pâtisserie. Donc, c'est vrai que les chalotes, elle va en faire aussi comme toi, 60 fois. Mais plus ici, tout ça, ça va me paramétrer. Donc, non, c'est une question d'expérience, d'expérience de travail. Sinon, mais parce que ils ont d'autres expériences dans d'autres domaines. Tu vas pas prendre quelqu'un, un athlète de haut niveau qui a fait des arts martiaux toute sa vie, et tu lui apprends une prise dans un autre domaine d'art martial, et il va capter tout de suite. Et c'est normal. Mais son corps, ça fait 20 ans qu'il travaille sur son corps, il accepte toutes sortes de choses. Parce qu'on peut pas, ici, dans un cours de chassidoute,
Pourquoi maintenant je m'excite, je m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Parce que on ne peut pas accepter dans un cours de Chassidout, Chabad, qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Parce que si on accepte les choses que tu ne peux pas atteindre, si on accepte cette idée-là, si on accepte ce virus-là dans la tête, ce même virus-là, il va exister dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Si maintenant j'ai pas réussi, c'est parce que je m'y suis mal pris. Point à la ligne. Point à la ligne. J'ai pas réussi parce que je m'y suis mal pris. Point à la ligne. Va apprendre. Vous n'avez pas demandé à un boxeur de faire de la danse classique? D'abord un. Non. Ouais, avec le tutu et tout, ça serait très mieux. Alors, d'abord un. Alors après, c'est pas que c'est pas possible. C'est qu'il faut du temps. Et c'est quoi il faut du temps? Déjà, quand tu fais 80 kilos ou 90 kilos de muscles, et pour faire de la danse classique, faudra maigrir drastiquement. Ensuite, il faudra travailler des muscles qu'il n'a jamais travaillé jusqu'à maintenant. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc juste pour maigrir, de passer de 90 kilos, et bien évidemment, au nombre de temps qu'il va investir comme la championne du monde de danse classique, et ben automatiquement, s'il investit tout ce que l'autre elle a fait, sauf qu'il va jamais le faire, parce qu'il n'y a aucune raison pour un athlète qui a fait sa réussite dans la boxe d'aller faire de danse classique. Donc la question, c'est improbable que quelqu'un va faire l'expérimentation. Mais sinon, oui, c'est possible. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que je pourrais être aussi bien que l'autre fille qui fait de la danse classique? Mais le problème, c'est quoi? C'est aussi d'autres choses. C'est que elle, quand elle a investi dans ses plus belles années. Donc, elle avait beaucoup de temps. Elle a beaucoup de trucs. Elle a formaté son corps et tout, etc., etc. Donc, maintenant, peut-être que pour moi, ça peut ne pas être possible. Peut-être que pour moi, ça peut, mais pour ma fille, si je m'y prends de la manière, etc., etc. Donc, bien évidemment, il y a plein de paramètres. Bien évidemment que c'est pour ça qu'il y a des champions et des moins grands champions. Il y a plusieurs paramètres. Mais celui qui va appliquer les mêmes paramètres, il va réussir. Donc, il n'y a aucune gloire à vouloir être de boxeur, être dans ce classique, aucune gloire à ça. Par contre, de vouloir réussir à éduquer ses enfants, ben, si en fin de compte, j'ai ma voisine qui a réussi, eh ben, je vais étudier son cas d'école. Pourquoi elle a réussi? Et en fin de compte, ben, je vais voir tout d'un coup, eh ben, par exemple, les enfants, ils n'avaient pas le téléphone, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, il y avait un truc, etc. Elle passait plus de temps avec les enfants, ou etc. Elle a fait le choix des écoles, elle a fait le choix de tout, elle a fait le choix elle-même de faire attention, de bien se tenir, etc., etc. Donc, en fin de compte, non. Non. Pourquoi? C'est ça qui nous différencie entre nous et les animaux. Yagati ou matzati. Et parce que si on rentre dans cette histoire-là de c'est possible que je ne réussisse pas, bah, en fin de compte, on jette tout à l'eau. On jette tout à l'eau. Non, pas forcément. Mais si, parce que dès que vous acceptez la défaite dans ce domaine-là, Voilà. eh ben, en fin de compte, alors après, il y a des gens qui disent, après, il y a des gens qui vont être honnêtes avec eux-mêmes, bon, pour vous dire toute la vérité, la cuisine, c'est pas mon truc, quoi. Ok, alors, donc, je suis pas en train de dire à mes enfants, j'ai tout essayé, j'ai pas réussi. Bah, j'ai essayé, mais bon, je suis pas motivé. Donc, au moins, on sait que j'étais pas motivé. Donc, la faute, c'était que j'étais pas motivé. Ok. Donc, mais par contre, il y a les autres choses que j'ai réussi dans ma vie. Pourquoi? Parce que, et donc, à ce moment-là, on revient sur le même exemple. Pourquoi j'ai pas été motivé, ça? Donc, mes enfants, mais maman, pourquoi? Mais il y a des choses que j'ai voulu faire. Il y a des choses que j'ai voulu faire, que je me suis investi. Il y a des choses que j'ai pas été intéressé à faire parce que c'était pas ça mon cap de vie. Très bien. Mais à ce moment-là, on dit pas. Alors, à ce moment-là, on dit pas que j'ai pas réussi. Parce que c'était impossible. Et parce que la formule, elle est pas bonne. Non, la formule, elle est bonne. Il y a gati ou matzati. Je me suis fatigué, j'ai réussi. La formule, elle est bonne. Sauf que je me suis pas été mitiagé. Oui, il faut cibler. Ça veut dire que c'est comme tout à l'heure, le papa et son objectif. Je l'ai déjà raconté. Un enfant, son papa, il lui dit, va me chercher le stylo, va me chercher le truc. L'enfant, il lui dit, non, j'ai pas trouvé. Et c'est parce que t'as pas cherché. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il dit, si, j'ai cherché. Alors, t'as trouvé? Non. Donc, si t'as pas trouvé, c'est que t'as pas cherché. Mais si, papa, j'ai cherché. T'as trouvé? Non, il faut vraiment le faire entrer aux enfants. T'as trouvé? Non. Donc, t'as pas cherché. Ah, l'enfant, il est énervé. Ah, je suis bloqué. Je suis énervé. Il fait,
Papa, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais je l'ai reperdu. Mais je l'ai reperdu. Donc là, je suis dans la deuxième. Très bien. Mais ça revient au même. Tu l'as reperdu. Donc, recherche-le, etc. Il faut que les enfants, ils apprennent que c'est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas deux. Il y a gati ou matati. C'est pour ça que le rabbi a choisi ces psukim-là. Clair ou pas? Donc, le travail doit être sur la motivation. Détermination, même. La motivation. La détermination, c'est aussi un muscle. La détermination, c'est aussi un muscle qu'il faut travailler. Lorsque maintenant, lorsque maintenant on a de l'expérimentation et que à chaque fois, je vois que j'ai la capacité de faire, et ben en fin de compte, cette capacité-là, elle va élargir ma motivation, elle va élargir ma détermination, parce qu'en fin de compte, je vais m'habituer à réussir. Et c'est pour cela que des fois, il faut pas aller chercher le plus grand truc, le plus grand truc et chose. Parce qu'en vérité, il faut des petites victoires. Et à chaque petite victoire, notre conscient et on muscle nos capacités. Trait de caractère, capacité, etc. Mais de toute façon, même chez les animaux, on pourrait dire la détermination. Vous voyez bien comment ils sont pas expérimentés. Et après, quand ils ont pris l'habitude de comment ils voient avec une gazelle, une gazelle, c'est un steak, quoi. Ok? Ben, en fin de compte, l'œil du lion, l'œil de la gazelle, c'est l'œil de la victime. L'œil du lion, c'est l'œil de la soumission. C'est, je suis plus fort que toi. Et point à la ligne. Et en fin de compte, à la fin, même les animaux les plus grands, ils ont peur des lions. Juste, ils avancent, ils ont peur de lion. Pourquoi? Parce que ça a été habitué. Donc, en fin de compte, cette détermination-là, ben, c'est à nous aussi comme on va voir les choses qui nous entourent. Il y a un moment où on va voir les choses qui nous entourent comme possible, capable. Je vais m'habituer à voir mes yeux avec je peux. Et regardez le point commun de toutes les personnes que très souvent ils n'y arrivent pas. Ils sont partis du principe qu'ils ne peuvent pas. Ils sont partis du principe que c'est difficile. Ils sont partis du principe que c'est inatteignable, comme vous avez voulu dire au début. Ils sont partis du principe que c'est inatteignable. Et comme c'est inatteignable, donc on demande, je n'atteins pas. Un monsieur que je ne voudrais pas dire son nom parce qu'il paraît qu'il n'a pas été gentil avec les bénis Israël, mais il disait comme ça, que tu penses réussir ou pas, tu as raison. Tu penses réussir ou pas, tu as raison. Si tu penses réussir, tu vas réussir. Et à ce moment-là, tu vas dire, tu vois, j'avais raison. Tu penses ne pas réussir et tu réussis pas, à la fin, tu vois, tu as raison. Que tu penses réussir ou pas, quoi qu'il arrive, tu auras raison. Yes? Yes ou pas? Très bien. Clair? C'est une règle absolue. Il n'y a pas de négociation avec cette règle-là. C'est une règle absolue. C'est un paramètre de la vie. Clair? Très bien. Donc maintenant, dans notre cas à nous, parce que là on fait de la motivation personnelle, etc. Mais nous, en vérité, dans notre cas à nous, notre job à nous, c'est pas d'être motivé pour gagner plus d'argent, d'être motivé pour avoir des meilleures vacances. C'est pas ça notre travail à nous. C'est d'être motivé dans notre service de Dieu. Donc, puisque maintenant, toi, tu te poses la question, pourquoi tu n'arrives pas à résister devant telle ou telle bêtise, devant telle ou telle chose? Eh bien, en fin de compte, parce qu'en vérité, tu n'as pas fait ton travail en amont de comprendre à combien l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, en tout cas, tu n'as pas fait un travail pour être amoureux d'Hachem. Tu n'as pas fait un travail pour craindre Hachem. Tu n'as pas fait un travail en amont pour pouvoir déterminer, pour voir que les principes dans ta tête soient totalement clairs. Totalement clairs. Alors maintenant, vous allez me dire, mais, est-ce qu'on peut aimer Hachem? Est-ce que n'importe quelle personne peut aimer Hachem? Vous allez me répondre quoi? Alors, j'aurais préféré une réponse différente. Non, j'aurais préféré la réponse suivante. En fin de compte, de la même manière que aimer quelque chose provient, c'est un sentiment. Donc le sentiment provient de l'intellect. Donc en vérité, il faut étudier
méditer, réfléchir à toutes les choses qui sont liées avec l'amour d'Hachem, et j'obtiendrai mon amour d'Hachem. Et j'obtiendrai la motivation nécessaire. Clair? Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Alors maintenant, pour développer l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, en fin de compte, à nous de nous trouver nous-mêmes nos arguments, étudier les arguments dans la Chassidoute, ok? Donc la Chassidoute est plein d'argumentation, est plein d'explications, est plein d'argumentation. Et des fois, on a besoin peut-être juste de nos arguments à nous, Et après, encore une fois, il y a plein de paramètres. Il y a tout le temps des catégories, des sous-catégories, des sous-catégories. Mais une personne qui, on va dire que Baruch Hashem, elle est en bonne santé, elle a de quoi manger à la maison, etc., 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 ok, ben déjà, elle peut déjà commencer à contempler, tous ces bienfaits-là qu'elle a. Elle peut déjà contempler avec le personne qui a moins qu'elle, comment il galère dans la vie, ok, et qu'il y a vraiment des gens qui galèrent, mais grave, ok, mais impossible à raconter ces trucs-là, ok, et donc en fin de compte, et tout ça lié avec un peu d'émouna, un peu de saupoudré d'être content, d'être heureux, etc., etc., etc. Et bien en fin de compte, toutes ces choses-là dans lesquelles on va remplir notre tête, et ben qu'est-ce que la tête va faire? Comme on avait dit avant, elle va diffuser cette sensation dans tout le corps. Ok? Alors, je ne sais pas à combien on peut le comparer avec l'histoire du placebo, mais le placebo peut-être est un des exemples les plus extraordinaires du pouvoir de la tête. Le placebo est peut-être l'exemple le plus extraordinaire du pouvoir de la tête. Pourquoi? C'est quoi le placebo? C'est je suis persuadé que cette petite capsule d'eau et sucrée, c'est un médicament. Parce qu'on m'a travaillé, on m'a dit, on m'a amené à l'hôpital américain avec des trucs qui sont tous en blanc, nanana, 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 ok? Et qu'en fin de compte, on lui suit là, ce professeur extraordinaire, etc., etc. Et ben en fin de compte, le gars, il m'a donné de l'eau sucrée, j'ai guéri. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai guéri? Il m'a rien donné. La tête a envoyé comme un faux. Tu es en bonne santé. Je suis devenu en bonne santé. Ok? Donc après ça, on n'a presque plus rien à dire. Clair? Clair? Alors, la différence, voilà, la différence entre le placebo et tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est que le placebo, c'est la finalité de tout ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelqu'un qui va méditer. Pourquoi maintenant le placebo, ça se passe aussi rapidement? Parce qu'en fin de compte, dans le placebo, tout le travail d'argumentation, il a déjà été fait. En vérité, nous, dans nos têtes, à nous, dans nos subconscients, eh ben, le médecin est une autorité. Le médecin sait ce qu'il sait faire. Le médecin a la solution à tout. L'hôpital est un hôpital très prestigieux. Je connais la réputation de ce médecin. Je connais la réputation de choses. Je connais la réputation des médicaments. Bon, je voudrais pas que c'est tout le contraire de ce que je viens de dire. Et je connais la réputation de tout ça. Et en fin de compte, donc, s'ils m'ont donné, c'est que c'est vrai. Donc, tout le travail d'argumentation, je l'ai fait naturellement parce que depuis que je suis tout petit, on m'amène dans un hôpital et l'hôpital me dit c'est bon pour toi. Ok? Donc, l'argumentation a déjà été faite. Donc, comment j'arrive au placebo? Ben, le placebo, c'est la capsule dans laquelle il y a toute l'argumentation qui est mise à l'intérieur. Ok? Mais c'est toujours le même système. J'imagine que chez un animal, il n'existe pas le principe du placebo. Parce qu'il n'a pas de capacité de projection. Il n'a pas de capacité de projection. Maintenant, alors il y a ce qu'on appelle les animaux, les chiens de Pavlov là, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, ça c'est l'expérimentation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il y a aussi pas le placebo, mais il y a aussi des stimulus. C'est quoi? Ils sont arrivés à midi pile, ils amènent la viande. Et avant d'amener la viande, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur la table, sur la cage, sur le truc. Ils font un bruit spécial. Ils viennent, ils rentrent, ils amènent avec la viande. Premier jour, tac, à l'heure, paf, 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 ils tapent 3 fois, ils amènent la viande. Et tout d'un coup, dès qu'ils tapent sur le truc, ils ont déjà les babines qui salivent. OK? Macara. Et ben, en fin de compte,
j'ai déjà créé chez lui le même système. Sauf que dans ce cas, lui, c'est pas un effet placebo sur des choses très élaborées, c'est sur un système stimulus le plus animal possible. Et ça veut dire que tu vas manger, ça veut dire que j'ai déjà faim, ça veut dire que j'ai déjà. Ok? Clair ou pas? Ok? Clair ou pas? Clair ou pas? Allez, on va faire dans le texte. On va faire dans le texte. Bien évidemment, moi, je vous ai parlé de choses de la vie, parce que moi, j'aime bien qu'on prenne toutes les choses. Il y a des feuilles. Mais non, mais il y avait assez de feuilles. Voilà. Non, vous y échapperez pas. Alors, donc moi, j'aime bien traduire le Tanya dans la vie de tous les jours, parce qu'en vérité, si on n'utilise pas la Torah pour notre vie de tous les jours, ben on est mal. On est mal. Donc c'est pour ça qu'on a traduit tout ça avec la motivation, avec toi, parce que c'est les termes qu'on utilise de nos jours. Mais vous verrez que c'est écrit exactement comme ça. C'est tel quel. Sauf que c'est pas le terme motivation, c'est le terme que dans la pensée, si maintenant tu as rempli ta tête, eh ben, ce que c'est rempli dans ta tête à toi, ça se développe partout. OK? Et c'est pour ça que le Tanya a toujours été considéré comme un des livres, ben, tout simplement, de psychologie les plus puissants. Bien évidemment, quasiment 200 ans d'avance sur tous les études de psychologie qu'il y avait. OK? Alors, vous prenez la page 26 à gauche, on va dire Yud Dalet tout en haut. Alors, on va dire alors, on va commencer du haut. Quatrième ligne. Fin de la quatrième ligne. Alors, je vais faire un petit résumé sur c'est à la suite de quoi. À la suite de quoi? C'est que, en vérité, ici, on avait expliqué la semaine dernière que le Yetzer Tov, donc l'âme animale, l'âme divine, se dispute la gouvernance du corps. L'âme animale veut que le corps soit totalement soumis à ses désirs. L'âme divine veut que le corps soit totalement soumis, totalement à ses désirs à elle. OK? Parce que j'aime faire d'un seul coup en parallèle de basique où les gens à chaque fois qu'ils disent ah ça c'est le Satan en fait. Et c'est presque en parallèle à ce que je veux dire. Oui, sauf que le terme Satan qu'ils ont, c'est un terme presque catholique. OK? Nous, on a déjà expliqué au Bet Chabad que le terme Yetzer Hara, c'est ma nature mauvaise. Ma nature. Parce que Yetzer, c'est le façonnage. Yetzira, c'est le façonnage. Maintenant, eux, pourquoi ils aiment dire ça? Parce que comme tout le monde aime bien faire des raccourcis pour se dédouaner de leurs actes, donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire c'est le Satan, c'est l'autre qui m'a fait ça, etc., etc. Mais en fin de compte, tout est lié. Le Tanya, il nous apprend la structure de réflexion. Donc, il nous apprend la structure. Donc, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est la vraie structure de réflexion. Ailleurs, tout ce qu'il raconte ailleurs, c'est juste, ouais, c'est même pas des paroles, c'est des techniques de, comme Madame l'a dit, on veut mettre la faute sur les autres, comme ça on se dédouane à même. Mais c'est la même structure. C'est la même structure. OK? Là, ta maladie, mais c'est ton Yetzirah. Donc, je leur fais, c'est un peu ce qu'il me dit là. Je sais que ce que vous dites, c'est le Yetzirah et c'est parti de nous, mais pour pas qu'ils culpabilisent, je leur dis, tu vois, là, c'est pas toi, c'est ton Yetzirah, c'est pas toi. Mets le Yetzirah en avant et bats-toi. Est-ce qu'on a raison alors? Ah ouais, comme si c'était une entité. Oui, alors que non. Mais c'est juste pour éviter qu'ils se sentent coupables. Est-ce qu'on a raison ou non? Dès le départ, on leur a pensé eux. Ah, le problème, c'est que d'abord, c'est pas totalement faux, parce qu'il a aussi l'âme divine. Donc, c'est pas totalement faux. Donc, c'est pas enseigner faux à ses enfants. Et peut-être même c'est bien. Parce que sauf qu'ils vont apprendre plus tard, quand ils vont apprendre le Tanya, bah, Yetzer Hara, c'est leur mauvais penchant. Pour l'instant, on leur dit ça. Donc, ouais, peut-être ça s'appelle pas enseigner mal. Je pense que ça s'appelle pas enseigner mal. Alors, ouais. Alors donc, et en vérité, quand on utilise le terme Yetzer Hara, c'est le terme que
que la Torah elle utilise. Donc en réalité, c'est ton Yetzirah. De toute façon, il y a marqué dans un endroit il y a marqué que lorsque une fois Rabbi Meir, c'est impensable ce que je vais dire, mais c'est marrant parce que nul n'est prophète dans son pays. Le Rabbi Meir, il avait des gens du quartier qui n'arrêtaient pas de l'embêter. Rabbi Meir Balanès. Ah oui, voilà. C'est celui que tout le monde vénère aujourd'hui, nul n'est prophète dans son pays, alors encore moins dans son quartier. Ok? Et donc, des gens l'embêtaient. Et au bureau là-haut. Laissez. Au bureau, c'est bon, c'est pas grave. Au bureau là-haut. Là-haut. Quand vous sortez là-haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment, il était très énervé. Il a prié à Hachem pour qu'il meure. Sa femme lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, j'en peux plus. Il m'embête. Je sors dehors. Il m'embête. Je rentre dehors. Il m'embête. Il me laisse pas vivre. Ok? Et sa femme, elle lui a ressorti un terme qui s'appelle Itamu Chataim Mina Aret. Elle dit à sa femme, à Rabbi Meir, il y a marqué dans le passouk que les fautes, faut qu'elles cessent sur terre, mais pas les fauteurs. Ok? Et donc, en fin de compte, et donc, il prie pour que les fautes cessent, ne prie pas pour qu'eux, ils cessent. Ok? Et c'est pour ça que lorsque dans le chapitre 22, que le Admor Zaken il va raconter, il va dire que c'est vrai que des fois, il faut être énervé contre un juif qui fait des bêtises, il ne faut pas être énervé contre le juif. Il faut être énervé contre le Yetzirah du juif, mais pas lui. Donc en vérité, c'est pas totalement faux. Et quand ils vont grandir, ok? Alors, je peux juste oui. on dit que quand par exemple quelqu'un est malade, il a un problème au cœur, il va à l'hôpital et tout, on lui fait un traitement, il est opéré. On lui dit alors, tu as été sauvé? Il dit oui, grâce à l'opération. Mais en fin de compte, c'est grâce à Hachem, parce que Hachem, il a fait en sorte. Alors comment on peut expliquer que finalement. Ça sera en after. Ah d'accord. Ça sera en after. Voilà. Mais c'est très important. C'est très important. Voilà. Alors, Kar Shtei Anefashot. Ainsi, les deux âmes. Aelokit ve'achionit. Non, c'est pas important, mais c'est pas. Aelokit ve'achionit. Donc, l'âme animale, l'âme divine et l'âme animale. Abba Micheme Aklipa. Nilchamot zo imzo alagouf. Les deux vont combattre constamment sur le corps. Elles veulent la soumission. Elles veulent que, voilà, en vérité, l'âme animale, elle en a rien à fiche de l'âme divine. Ce qu'elle veut, l'âme animale, c'est que le corps soit soumis, exécute ses désirs à elle. Ok? Sauf que elle a un avantage, c'est qu'en vérité, on est rempli de choses que l'âme animale aime, a besoin. Donc on est le pain au chocolat. Vous rentrez là-bas des fois je leur fais la remarque. Je leur fais, vous êtes lourds, vous nous obligez à acheter. Vous nous obligez, vous faites exprès. Vous cachez tout et si on veut, on achète. Ok? Mais bon, c'est leur job, oui ou non? Ça veut dire quoi? C'est en fin de compte, des plaisirs du monde sont à notre portée. Donc elle a un petit avantage. Mais on va voir que son avantage, il peut être que momentané. Donc qu'est-ce qui se passe? À la gouffre. Donc l'âme animale veut soumettre que le corps et tous les membres du corps, ils soient soumis à elle. Et en fin de compte, c'est deux rois absolutistes. L'âme animale veut tout. L'âme divine veut tout. C'est marrant, hein? Donc en vérité, tous ceux qui croient qu'il existe une neutralité sur Terre sont juste des naïfs, des enfants, des idiots. Ok? Mais ça n'existe pas. Neutralité sur Terre. Au moment où toi tu fais rien, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire. Sauf que tu le ressens pas. Ok? Donc en fin de compte, tout ce qui vit est amené à croître. Donc en vérité, si tu laisses l'âme animale gérer, ben c'est parce qu'elle a encore envie. Il faut juste savoir. Et donc l'âme divine veut que tous les membres du corps se tournent vers, se soumettent à les mashma'ata, à ses ordres, à ses recommandations. Et qu'elle soit complètement annulée à elle. Et pas simplement annulée,
Je veux qu'il véhicule totalement ce que je pense du monde. Ok? Veillou, les vouches, les SR prénotés avec guillemets les vouches manal. Et qu'en fin de compte, l'âme divine, comme l'âme animale, veut que la pensée, la parole et l'action soient totalement soumis à l'âme animale. Et l'âme animale, l'âme divine, elle veut que le tout soit soumis à elle. Et donc, c'est quoi le but? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de j'ai la motivation, etc., etc. Mais en fin de compte, on voit que il y a plusieurs niveaux dans la motivation. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs objectifs, il y a plein de choses. OK? Et donc, en fin de compte, nous, des fois, on fait des bêtises, mais avec la totalité du corps. On a eu le kiff, le truc, la chose, tout. Et toi, tu veux faire tchouva avec simplement une partie de ton corps. Hein? Il y a un problème. Pourquoi? Parce que si maintenant, quelqu'un que avant, je sais pas, ou n'importe quoi, t'es parti à la plage, t'as fait avec le kiff. Et après, quand tu veux faire tchouva, Rosh Hashanah Yom Kippour, tu viens, tu fais une petite tchouva tranquille. Tranquille, ouais, Hachem, pardonne-moi. Et 2 secondes, ok, y a pas de problème. T'as fait la tchouva avec ton poing. T'as demandé avec ton poing de pardonner. Mais ta bêtise, toi, tu l'as fait avec tout le corps. Ok? Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en vérité, si on est honnête avec nous, on a plein de strates dans notre motivation, dans notre cœur, dans notre volonté, dans notre chose. Et on a bien vu que ici, je mets une volonté absolue. Ici, je mets une volonté à 50 degrés, 50%, etc., etc. Donc en vérité, l'absolutisme de l'âme animale veut que tout soit pour elle. L'absolutisme de l'âme divine veut que tout soit pour elle. Transcender son cœur, transcender sa motivation, transcender tout. OK? Donc, en vérité, et c'est pour ça qu'en vérité, quasiment notre service de Dieu, il est infini en vérité. Pourquoi? Parce que dès que j'ai fini cette strate-là, eh ben, mon âme animale va s'habituer à cette strate-là. Il faut que je raffine, il faut que je retravaille, il faut que je raffine. Bien évidemment, on ne parle pas ici des tzadikim comme Moshe Rabbeinu, comme le Rabbi, comme tous les tzadikim parfaits, que eux, le travail, il a déjà été fait depuis longtemps. Alors, vous allez me dire, mais c'est injuste. C'est pas une question d'injustice. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Il y en a qui ont cette mission, il y en a qui ont d'autres missions, il y en a qui ont d'autres missions. Notre mission à nous, c'est de travailler dans cela. Leur mission à eux, c'est d'illuminer le monde. OK? Donc, il faut les débarrasser d'autres problèmes. En tout cas, c'est toujours. Qu'en vérité, l'âme divine et l'âme animale, ils veulent que leur volonté soit habillée dans tout le corps. Ils veulent que le corps soit rempli de eux, que de eux. Ils sont tellement absolutistes, c'est qu'ils ne permettent personne de traverser leur ville. Je veux rien. Je veux pas avoir 51% de la majorité de la municipalité. Je veux pas 60%. Je veux pas 80%. Je veux 100%. Mais pas seulement de la municipalité. Je veux que toutes les personnes qui habitent dans la ville, même les bébés, ils veulent que moi. OK? Ça, c'est l'absolutisme de l'âme animale. Et de la même manière, l'âme divine. Et donc, je veux que les 3 niveaux dans ma tête, et donc l'âme divine, elle veut que la tête, elle soit remplie. Vous savez, il y a des fois où on est rempli d'une motivation. On ne peut pas comparer. Alors, on va prendre Bezrat Hashem pour chacun de nous, chacun de vous, chacun de nous, le mariage des enfants. OK? Bezrat Hashem, vous imaginez bien la préparation que tu as fait, la préparation elle a pris du temps et ça monte crescendo. Mais le jour du mariage, c'est pour ça que des fois je dis à certains khatan, donne le téléphone à quelqu'un d'autre. Le téléphone, il vient, il te rappelle à l'ordre à chaque fois. Laisse-toi totalement aller dans ton histoire. OK? Donc, en fin de compte, la motivation, elle va monter en pic jusqu'au moment où tu vas être rempli. Au moment du mariage, pour tes enfants, pour toi-même, le mariage de toi-même, etc., etc. À ce moment-là, la totalité de ta vie, elle est concentrée sur ce point-là. Et toute personne qui va vouloir te parler de choses, demain, pas maintenant, demain, je veux pas qu'il n'y ait rien d'autre qui passe à travers ce moment-là. On est d'accord? Donc, ça, c'est l'état qu'en vérité, ton âme divine attend de toi dans ton service de Dieu. Et c'est le même état que ton âme animale attendrait de toi dans le mauvais sens. On retrouve ce point-là à Yom Kippour, à Neila, au moment où on prie, et on veut rien entendre, on veut pas entendre. On est d'accord ou pas? Très bien. Alors,
Et donc, en fin de compte, l'âme divine veut pas que tu dises juste, ouais, ce qu'on me demande, je fais. On veut pas que tu dises ce qu'on me demande, je fais. On veut que tu veuilles. Parce que si maintenant tu vas vivre selon la motivation de l'autre, donc ça veut dire que toi, tu n'es pas motivé, donc ça veut dire que toi, à l'intérieur de toi, tu n'as pas rempli tout ton corps de ce que tu as envie. Vous voyez? Mais, alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais détendez-vous, détendez-vous. Pour l'instant, on est obligé d'apprendre le Hémet. C'est ça le Hémet. C'est-à-dire celui qui n'est pas d'accord. Regardez, quand en Israël, à chaque fois qu'il y a eu les pires catastrophes militaires de la part d'Israël, ça a été à chaque fois qu'on a eu un long moment de paix. Plus le moment de paix a été long, plus les Israéliens, ils ont cru que les ennemis, ils sont pas en train de fourbir leurs armes. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils veulent pas d'Eretz Israël. Ils veulent pas. C'est inscrit dans leur gène. Ils veulent pas. Donc, on s'arrêtera pas. Donc, si toi, t'as pensé, parce que, et la période de paix, c'était quoi? C'est pas la période de paix, c'est la période de calme. Bravo! Ils ont profité de ce calme-là pour pouvoir récupérer l'argent. Tous les aides américains, c'est comme en Ukraine maintenant, tous les aides américains, c'est pour faire plus de guerre, pour faire ça. C'est pas pour construire un monde meilleur. C'est pas pour construire un monde meilleur. Construire un monde meilleur, qu'est-ce que tu vas faire la guerre? Construire un monde meilleur. Amène plus à manger aux gens. Qu'est-ce que tu prends de tous ces milliards-là? Mais en vérité, les Américains, peut-être, ils veulent même pas qu'il y ait un monde meilleur. Et l'autre, c'est sûr qu'ils veulent pas. Ouais. Ok? Ouais. Ok? Ubinato leidbonen bigdulato asher aden cheker ve'en sof. Et donc, de s'approfondir dans sa méditation, dans sa réflexion, dans sa motivation. Aden cheker ve'en sof. Et donc de réfléchir comment Hachem il est grand, comment Hachem il est illimité. Et grâce à toutes ces argumentations-là, comme quoi tu vois comment Akadosh Baruch Hu il est partout, ou le holid même. Et on avait dit que dès lors qu'il y a dans l'intellect, il y a la création de midot, de traits de caractère et d'émotions. Ok? Ou l'olid même, à l'idée ayira bemoch ou pachat Hashem belibo, et avat Hashem ke'esh bo'ara belibo. Et donc, à travers tout ça, tu vas créer chez toi la crainte d'Hashem, ou en vérité un amour profond dans la carte de Baruch Hu, kerish peish al hevet, comme des flammes. Liot nirsefa vegam kalta nasho vechasheka vechafetza ledov kabo be'en Baruch Hu. Et à ce moment-là, ton cœur, il va s'enflammer de vouloir vraiment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est possible que si maintenant, tu as travaillé. Alors, au passage, on va dire que la plupart des gens qui fréquentent les synagogues, ils font plus ou moins une tchouva à Yom Kippour. OK? Ils font plus ou moins une tchouva, on peut mieux faire, toujours peut mieux faire. Mais à Yom Kippour, pourquoi? Parce que comme l'histoire du placebo, pas du placebo, mais comme l'histoire de tous les décors, il a été mis en place depuis longtemps. Ceux qui viennent tous les matins à la tfila et au slichot, donc à Yom Kippour, ça fait 40 jours que je me lève tous les matins, et à Yom Kippour, il ne faut pas que je le rate, etc. Donc la motivation, elle se fait quand, par exemple, pour tous ceux, les fêtes de fin d'année, ben, quoi qu'il arrive, on a envie d'offrir des cadeaux, même si ce n'est pas nos fêtes à nous. Pourquoi? Il y a l'ambiance. Donc l'ambiance extérieure fabrique une motivation, mais c'est la motivation des autres. En fin de compte, c'est le décor et le paysage qui a fabriqué la motivation. Donc, le décor et le paysage des fêtes, le Sevelo Slichot, les rabbinim vont parler de ça. À la radio, vous allez entendre parler de ça. Nanana, on va vous expliquer. Donc, à la fin, Yom Kippour, vous allez dire, c'est le moment le plus important, on y va. Mais bon, c'est très bien. Mais vous n'avez pas vous-même travaillé sur l'argumentation. Et c'est pour ça que des fois, on se demande, pourquoi le lendemain de Yom Kippour, je redeviens le même? Parce qu'en fin de compte, toute ta pêche de ces 40 jours qui sont passés, c'est une pêche que les autres t'ont imposée, entre guillemets. Bienveillante, hein, bienveillante, bénéfique, etc. Mais toujours, on se retrouve toujours dans la même histoire. C'est-à-dire que nous, on doit travailler notre propre motivation avec notre propre terme. Notre propre terme et un travail continu. En tout cas, dès lors que maintenant je vais réfléchir, méditer dans la grandeur de Dieu, etc., automatiquement, je vais atteindre aussi une motivation personnelle dans tout ce que j'ai à faire. Et donc, je vais réussir à influencer le côté droit de mon cœur. Et donc, mon cœur, il va être rempli de cet amour-là.
Ok? C'est toujours la même chose. Rappelez-vous la première phrase qu'on a dit au début du cours. Si maintenant tu dis, viens courir avec moi 10 kilomètres, arrête. Si. Attention, regarde ce que j'ai dans la main. Ok, je viens. Ok. Makara. En fin de compte, c'est toujours le même système. Et donc, chez Yetocho Ratsufava. Donc, si maintenant je vais travailler ma réflexion, et donc nous, on se trompe à chaque fois de dire, et de dire que, en vérité, j'ai la flemme ou j'y arrive pas, etc. Tout ça, c'est bon, je vais être très dur. C'est l'interface des médiocres. C'est l'interface des médiocres. En fin de compte, tu veux pas passer pour un médiocre. Donc, tu inventes une excuse qui va adoucir ta médiocrité. Parce que mamie, elle est là, c'est pour ça que tu viens. Elle est venue avant toi. Ok? Qui va adoucir, qui va faire passer ta médiocrité pour une normalité. Ok? Donc, en vérité, c'est à nous. Alors, et donc, on veut, donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur ça. Malé, vegadouche, chetit pachet, gam le halal asmani, jusqu'à que à la fin de la partie droite de mon cœur, et ben, en fin de compte, tellement il va y avoir de motivation. Je vais me lever, je vais faire le jogging. Je vais me lever, je vais faire une belle fila. Je vais me lever, je vais étudier. Je vais me lever, je vais faire un sourire aux gens. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Ok? Et le problème, c'est que si maintenant, tu travailles pas ces argumentations, et je vous dis la vérité, hein, de nos jours, être motivé, vraiment, on pourrait dire c'est presque assez facile. Vous allez sur YouTube, vous allez sur le truc, il y a vraiment, il y a des gens qui font il y en a plein qui font un travail vraiment talentueux. Ok, faut pas regarder n'importe quoi, faut regarder les choses qui sont précises, faut demander des choses précises, on a des choses trucs, vraiment. Donc en vérité, et ça c'est dans la vie de tous les jours, et dans le Baruch Hashem, dans les cours de Torah sur Internet, il y a une tonne, ok, une tonne. Alors maintenant, comment je trouve et jusqu'à que ça va déborder de mon côté droit de mon cœur jusqu'à le côté gauche de mon cœur. Et donc ça va même éteindre les flammes de l'envie, du plaisir pour les bêtises, et ça va déborder, ça va éteindre les flammes et ça va remplacer avec les flammes d'envie de s'attacher à Hachem. Et donc tous les plaisirs qui sont dans le côté mauvais, en tout cas l'âme animale, c'est l'âme animale, c'est klipat noga, donc une écorce lumineuse, on avait expliqué. Ok, les chanot haola afecha mita'anuge olam hazeh, et de le changer, de le travailler des plaisirs du monde à l'amour d'Hachem, comme je katoub bechol levavcha bishne yetzirecha. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le schéma Israël que quand tu vas aimer Hachem bechol levavecha, de tous tes cœurs. Pourquoi de tous tes cœurs? Je sais pas combien de cœurs. J'ai les deux côtés. J'ai le côté du Yetzer Hara, le côté de l'âme animale, le côté du Yetzer Tov. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que nous, on veut? Eh ben, en fin de compte, il faut que tellement la motivation, elle va déborder, qu'en fin de compte, elle va aussi influencer sur la motivation de l'âme animale. Et peut-être à un autre moment, on expliquera qu'en vérité, quelle est la technique des tzadikim parfaits pour se transformer totalement en bien. On expliquera une autre fois. Ok, ve'ainu. שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת האהבה רבה וחיבה יתירה ממדרגת האהבה עזה כרש באש. Et donc en fin de compte, tellement, et donc si ma motivation, elle est comme il faut, elle est au bon niveau, eh ben je vais réussir à créer chez moi tellement d'envie qu'elle va faire exploser mon cœur entièrement. Et une fois que, vous savez, des fois les enfants, il faut créer les conditions pour les faire réussir. Même si c'est des petites réussites. Il faut fêter les réussites. Il faut les fêter les réussites. Pourquoi? Parce que le goût, alors il faut pas que ça soit du mytho. Non. Pourquoi il faut pas que ça soit du mytho? C'est-à-dire faut créer le travail, faut lui créer la motivation pour le travail, faut tout faire en sorte pour qu'il ait eu le goût de la vraie réussite. Il faut la fêter, cette réussite-là. Parce qu'une fois qu'il aura travaillé, qu'il aura réussi, tu vas lui créer, ce qu'on a expliqué depuis le début, des cases dans sa tête. Réussite, c'est bon pour moi.
Et une fois, on raconte qu'avant, vous l'avez peut-être vécu, mais comment c'est marqué dans certains livres, que le bon professeur avant, il avait le bâton avec lequel il frappait les enfants. Et il frappait jamais les enfants. Et ça dépend quel professeur, mais il frappait jamais les enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait. Attention, c'est de la dissuasion. Oui ou non? Il faisait comme ça, il faisait le... C'est quoi le truc? Tout le monde sait c'est quoi un bâton. Tout le monde sait combien ça fait mal. Donc, j'ai pas besoin de frapper avec. Je te mets l'image. Donc, en fin de compte, cette image-là que je te fais refléter, eh ben, cette image-là, elle existe en réel. C'est quoi? Je te rappelle que le plaisir de la réussite surpasse tous les autres petits plaisirs que tu peux imaginer dans ta vie. Oui? Donc, en fin de compte, et donc, une fois que le Yetzer Tov, il va réussir à donner goût au Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire servir le Dieu? Servir à Kadosh Baruch Hu. OK? Quand tu vas lui faire entrer ça dans la tête, tu vas lui faire goûter. Il va dire, wow! Mais c'est une meilleure drogue que les pires drogues des plaisirs. C'est une meilleure drogue. C'est-à-dire que c'est un vrai plaisir. Parce que c'est une vraie, c'est une vraie chose. C'est une chose pas éphémère. C'est une chose, etc., etc., etc. Clair? Donc, en fin de compte, le but, c'est d'amener même le Yetzer Hara de rentrer dans le Yetzer Tov. OK? Vechiba, je suis à la troisième dernière ligne. Et donc, réussir à faire aimer même l'âme animale, dans le plaisir d'Hachem. Et donc faire, réussir à faire aimer même l'âme animale dans les plaisirs d'Hachem. Et donc, à combien tu es intelligent, à combien tu arrives à méditer, eh ben, tu vas lui donner cette sensation-là. Je sais pas si on va tout terminer, mais allez, c'est pas grave, on termine tchic-tchac. OK? Et donc, à ce moment-là, donc pour nous, c'est peut-être pas donné à nous tous parce que il faut vraiment travailler sur cette motivation. Mais en tout cas, mais on peut y arriver. Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant, on vous propose de manger quelque chose pas cachère. Il est possible que dans vous deux, pourquoi vous dites, il y en a qui se délectent de ça. Pourquoi tu dis, Parce que grâce à Dieu, tellement tu t'es imprégné de l'importance de manger cachère, c'est que le dégoût, même l'animal, c'est l'âme animale, c'est pas ton âme divine. C'est ton âme animale qui a fait, Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, non, c'est un réflexe, c'est ancré dans l'intérieur.